merci beaucoup à vous. Merci à vous d'être là pour entendre parler d'un truc un peu bizarre, dont le nom n'est pas forcément extrêmement parlant, qui s'appelle les Liberating Structures. Bon, petit mot de remerciement aux sponsors, parce que clairement, cet événement est magique, notamment parce qu'on a le lieu, on a la logistique, on a notamment l'enregistrement vidéo, donc c'est génial. Petit disclaimer, il est encore temps de sortir de la salle si vous pensez que je vais vous parler d'entreprises libérées. C'est absolument pas le cas. Donc promis, si vous voulez sortir, je ne me vexerai même pas. C'est bon, vous êtes prévenus. On va pas parler de Monsieur Zobris et ainsi de suite, on va parler des dessins bizarres à côté. Oh, vous n'avez pas peur, c'est cool. Commençons. Alors, c'est une conférence agile. J'aime bien tout ce qui est contact humain et compagnie. Donc, on va commencer par un petit échauffement. Donc, je vais vous demander par vous mettre par paire, donc 2 personnes, idéalement qui ne se connaissent pas particulièrement. Et si vous le souhaitez, de vous prêter au petit jeu que je vous propose. À savoir, chacun à son tour dans la paire, vous allez répondre à la même question. Qu'attendez-vous de cette session ? Et c'est timé. Oui, on aime bien les choses timeboxées, le rythme et tout. À la fin de la minute, c'est la personne qui a écouté qui, du coup, fournit sa réponse à la même question. Vous êtes partant ? On teste ? C'est parti. Ok, fin de la minute. Youhou. Merci. Fin de la minute. Maintenant, c'est au tour de la personne qui a écouté de s'exprimer. Toujours la même question, toujours pendant 1 minute. C'est parti. Youhou! La minute est écoulée. La minute est écoulée. On passe à la suite. La suite, en fait, c'est changer de paire. Trouver quelqu'un d'autre, idéalement que vous ne connaissez pas, et recommencer.
C'est terminé. Youhou. Youhou. Merci. J'ai un assistant. Merci. C'est terminé. Bravo. Vous venez, à l'insu de votre plein gré, de commencer à expérimenter une des Liberating Structures, dont le petit nom est Impromptu Networking. Vous pouvez vous rasseoir. Au moins pour le moment. Alors, qu'est-ce qu'on entend par Liberating Structures? Il s'agit tout simplement de formats qui permettent, enfin de structures, qui permettent d'organiser la discussion entre participants. Et ça marche sur toute taille de groupe. C'est quelque chose qui a été mis au point en 2014 par les deux chercheurs qui s'appellent Henry Lipmanowitz, j'y arriverai jamais, et Keith McCandless. Et ils ont publié l'intégralité de ce catalogue de formats sous licence Creative Commons. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Quand on parle de structure, c'est vraiment une façon d'organiser l'échange d'informations, des idées, des avis, de la prise de décision, de la collecte d'informations. Parce que tout simplement, au quotidien, on passe un peu notre vie à avoir des échanges d'informations avec les autres êtres humains que nous rencontrons. Ça peut être très formel, une réunion de pilotage. Ça peut être totalement informel, discuter au café avec nos collègues. Mais notre quotidien est émaillé de ce genre d'échanges. Ça, vous le savez déjà. L'idée, si vous voulez, derrière ces Liberating Structures, c'est là où on a un peu des habitudes, une façon usuelle d'interagir en fonction des cadres. Le but, c'est tout simplement de modifier légèrement la dynamique de ces échanges. J'insiste sur le légèrement. C'est en gros une autre façon de faciliter tout ce qui est type de conversation, et notamment les réunions. Sachant que ça n'a pas forcément pour vocation de remplacer tous les formats habituels. Vous allez le découvrir, il n'y a finalement pas grand-chose de révolutionnaire. Mais c'est un petit pas qui peut avoir des effets intéressants. Le problème avec les structures traditionnelles, qui parmi vous a des réunions? En théorie, tout le monde. Qui parmi vous a des super réunions récurrentes, du genre comité de suivi, comité de décision, tous ces trucs-là? Ça marche aussi pour le daily. Tout le monde. Qui parmi vous a vécu des réunions, on va dire honnêtement, pas complètement passionnantes? Vous savez, celles où, grosso modo, ça aurait été bien d'avoir autre chose. Vous avez un ordinateur portable, du coup, c'est cool, vous mettez au bout de la table et puis vous bossez, quoi, parce que c'est sympa, mais les réunions, on fait plante verte, l'intérêt est limité. En général, dans ce genre de cadre, on ressent quoi? De la frustration. Mais qu'est-ce que je fais là? Potentiellement un sentiment d'exclusion. Vous savez, quand les réunions dérapent, sortent complètement de l'ordre du jour, et en fait, il y a une discussion qui se fait avec uniquement les gens à côté de vous. Et puis, vous n'arrivez pas à vous exprimer. Enfin, vous essayez, mais de toute façon, personne ne vous écoute. Ou les réunions, vous savez, où ça part complètement en live, c'était un brainstorming, ça finit en guéguerre politique, et à la fin, on n'en sort pas vraiment avec le plan d'action, le plan d'idée. Ça vous rappelle quelque chose, ce genre de réunion un peu stérile? Ouais, hein. Voir les réunions où vous êtes convoqué, vous ne savez pas trop pourquoi, vous ne savez pas trop ce qu'on attend de vous, limite vous ne comprenez pas l'ordre du jour quand il y en a un. Et ainsi de suite, hein, je pourrais continuer assez longtemps. Généralement, si on prenait une photo discrètement, ça pourrait ressembler à ça. Moi, personnellement, mon quotidien, il est un peu trop plein à mon goût de ce genre de choses. J'aime beaucoup Dilbert. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un auteur américain, Scott Adams, qui fait des petites BD extrêmement courtes, et son héros récurrent, Dilbert, c'est un ingénieur informaticien. Alors, c'est pas tout neuf, hein. Et il en publie très régulièrement, il y en a certaines qui sont un petit peu saignantes. Donc, je vous ai fait une petite sélection de mes 2 favorites sur les réunions. C'est bon, vous arrivez tous à lire? Celle-là, je l'aime beaucoup. En gros, Dilbert essaie de s'exprimer, mais globalement, tout le monde s'en fout.
Et son chef lui dit, mais quand même, enfin, un peu plus de participation, ça serait bien. Ouais, mais bon. Celle-là aussi, elle est je la trouve assez exceptionnelle. Ok, on a une réunion qui est organisée pour discuter, vous savez, les problématiques de turnover, le fait que les employés qui partent et tout. Bref. Et Dilbert essaie de dire, ouais, mais peut-être que les gens partent parce qu'ils en ont un peu marre de passer leur journée en réunion au lieu de faire des choses utiles. La réponse du chef, oui, non, parce qu'avec les cheveux à cordes, là, c'est le chef. Oui, mais bon, on va peut-être pas aborder ce sujet-là à la première réunion. Sous-titre, c'est pas dans l'ordre du jour. Pareil, ce genre de choses. Vous avez déjà vécu des choses un peu comme ça? Vous savez, où le vrai sujet, il n'est pas à l'ordre du jour, donc on va pas en parler. Mais on va reprogrammer une autre réunion plus tard. Enfin, peut-être. Malheureusement, hein, je suis peut-être un peu sarcastique, mais dans mon vécu personnel, des comme ça, j'en ai plein. Peut-être pas toutes les semaines, mais j'en ai comme un certain nombre. Au final, toutes ces réunions, ça représente quoi? C'est juste un fantastique gâchis de temps, d'énergie, d'argent, parce que pendant que vous êtes en réunion en train de faire la plante en pot, vous êtes payé, mais vous êtes payé à pas faire votre boulot. Donc soit vous compensez en faisant des heures sup, je vous le déconseille, c'est pas très dans le rythme soutenable, soit vous ne compensez pas, et du coup, on va dire que votre productivité, pour reprendre ce fabuleux terme, elle n'est pas exceptionnelle. Bon, en même temps, c'est pas votre faute, hein, si on arrêtait de vous convoquer dans des réunions stupides, ça irait bien. Bref. Vous l'auriez compris, je suis pas complètement fan de ce genre de truc. Globalement, le gâchis, c'est pas un truc qui me plaît. Ok, donc les liberating structures, la promesse, c'est que on va au moins essayer de limiter le fait d'avoir ce genre de truc. C'est une promesse, c'est sympa. Maintenant, comment ça marche? Déjà, les formats habituels. Les deux auteurs ont identifié 5 formats habituels. Vous allez les reconnaître. La présentation. Vous êtes tous dans la salle, et il y a quelqu'un, genre moi, en train de vous montrer les slides. Bon, là, si vous pouviez éviter de me dire que vous perdez complètement votre temps, ça me ferait quand même un peu plaisir. La discussion dirigée. Vous savez, vous avez un ordre du jour extrêmement structuré, ça marche aussi pour certains ateliers, et grosso modo, vous devez répondre pour mettre dans la case. Vous avez une idée géniale, on s'en fout, c'est pas l'objet. Si vous avez déjà vécu notamment des ateliers comme ça, moi j'ai des exemples d'ateliers dits de créativité, où la consultante qui le facilitait, en gros, tué dans l'œuf, pas les idées, enfin les idées qui lui convenaient pas et qu'elle n'avait pas eues, elle les a tuées. Bon, soit. Les points d'avancement. Ça fait partie de mes favoris. Vous savez, quand vous êtes en situation de crise, genre un problème en production, un projet qui dérape et tout, et votre N+ tout plein, il vous colle un point d'avancement tous les jours à 17h30, d'une demi-heure. C'est très vrai quand vous avez par exemple une production qui est partie complètement en live et que vous cognez 1 heure de réunion pour expliquer que la production elle est toujours en live et que là, plutôt que de remplir le fichier Excel de déclaration d'incident, vous préfériez être en train, je sais pas, de travailler sur le fait que ça arrête de partir en live. Là, bref, je m'arrête, hein, je pourrais vous en parler des heures de ces trucs-là. La discussion ouverte. Alors celle-là, attention, le nom a l'air très sympa. On pourrait dire c'est cool, on peut s'exprimer, je vais pas me faire couper l'herbe sous le pied et tout. Le problème, c'est que ça, parfois, ça part dans absolument tous les sens. Et au final, on finit par parler d'un truc qui a strictement rien à voir avec l'ordre du jour. Quand ça dérape vraiment, ça n'a même rien à voir avec ce que vous pourriez amener. Et le sujet ne vous intéresse pas. Et c'est compliqué quand c'est comme ça d'utiliser la loi des 2 pieds et de sortir discrètement. Dans certaines cultures d'entreprise, ça ne marche pas. Le brainstorming. Pareil, ça peut être génial. Ça peut être aussi un peu vidé de son essence. Donc, si je récapitule, dans ces 5 structures, il y en a qui sont vraiment inhibantes. Vous ne sortez pas du cadre, vous n'avez pas le droit. Si vous le faites, vous allez vous faire taper dessus. Ou trop déstructurées. Comme vous pouvez le deviner, les 3 premières, voilà, hein, c'est structuré. Les autres, ça peut déraper et partir vers des choses pas forcément géniales. Une autre représentation. Là, on a placé du coup les 5 structures dont je viens de vous parler sur 2 axes. Le nombre de personnes pour lesquelles elles sont efficaces
et le niveau de contrôle. Typiquement, la présentation, on peut être plein dans un amphi de 600 personnes, c'est moi qui contrôle ce qui se passe. Enfin, j'espère. D'où le fait que c'est le point ici, là. À l'inverse, la discussion ouverte, je ne sais plus où est mon pointeur, ici, ça ne marche pas très très bien avec 600 personnes, mais c'est ouvert. Vous pouvez vous emparer du sujet, le faire dériver, l'amener vers quelque chose qui vous intéresse. Toujours est-il que, globalement, il y a quand même une bonne partie du graphe qui est toute vide. Ce que disent les liberating structures, au moins leurs auteurs, c'est que ça comble un manque. Et que ces formats-là sont très efficaces, notamment sur des groupes de grande taille, et avec un contrôle qui est distribué. Alors, contrôle distribué, différent de chaos et anarchie. Important. Les bénéfices revendiqués. Là, ce n'est pas une promesse marketing. Je vous garantis absolument pas, en version marabout, que vous aurez tout ça si vous appliquez les liberating structures. Mais ça peut être inspirant. De l'innovation. Tout simplement, en laissant les idées s'exprimer, parfois on tombe sur des pépites. De l'inclusion et du respect de la diversité. Imaginez, vous êtes quelqu'un de plutôt introverti, pas du genre à monter sur scène, vous êtes dans une grosse réunion dite brainstorming, et vous avez les deux extravertis ultra, colorés, énergiques, qui prennent la parole. Quand on est vraiment un introverti, je peux vous assurer que quand c'est comme ça, on fait un pas en arrière, et puis on attend que ça se passe, parce que jamais on va oser s'exprimer. C'est pas possible. Participation active des personnes. Certaines de ces structures sont adaptées à des grands groupes, et mine de rien, arrivent à laisser un espace de discussion, un espace de... je vais pas y arriver. La parole de tout le monde peut être entendue, même dans des grands groupes. Du sens. Mine de rien, on revient au basique. Vous le verrez un peu plus tard, mais la plupart de ces structures partent de questions, de thématiques et de problématiques concrètes. Il vaut mieux, sinon ça marche moins bien. Et potentiellement, pas mal de fun. Contrairement aux formats habituels qui ne sont pas forcément très fun. Citation que j'aime beaucoup. Être préparé à affronter les surprises, c'est être bien formé. Être préparé pour accueillir les surprises, c'est être éduqué. Ça renvoie pas mal, notamment à la notion de complexité de notre monde. On sait aujourd'hui que c'est non maîtrisable, on sait qu'il va se passer des choses, et plutôt que, vous savez, creuser des douves, tout ça, pour se protéger du changement, il vaut mieux se mettre en posture, d'accueillir ce changement, ou en tout cas de prendre en compte en limitant les impacts, ou en tout cas en limitant le stress généré par les impacts. Les liberating structures reposent sur 10 principes. Je ne vais pas m'y attarder, ce n'est pas le but de la session, donc je vais juste vous les passer rapidement. L'inclusion, c'est vraiment une valeur essentielle. Le respect, et notamment la notion de solution locale. Ça renvoie à des principes du Lean, ça renvoie à des principes agiles, à savoir, il n'y a pas que les chefs à plumes qui peuvent avoir des bonnes idées. C'est important. La confiance. La confiance, c'est quelque chose qui se construit, qui s'entretient, notamment par le respect, par l'écoute. Apprendre de ses erreurs. Ça, je suis devant un public d'agilistes, donc vous le savez, je pense pas besoin de m'attarder. Apprendre à se connaître au niveau d'un groupe, potentiellement un groupe de grande taille. Par exemple, en échangeant dans un amphi sur pourquoi est-ce que vous êtes dans cet amphi, qu'est-ce que vous attendez d'une session. Mine de rien, vous partagez des attentes, vous partagez des morceaux de vous, de votre personnalité. Apprendre la liberté et valoriser la responsabilité, contrôle décentralisé, et tous les participants sont responsables de ce qui sort de ces discussions. Mettre l'accent sur les possibilités, ce sont des démarches extrêmement expérimentales et incrémentales, itératives. Un de mes favoris, encourager la destruction créatrice et permettre l'innovation.
Tout simplement parce que dans notre quotidien, par exemple, on a déjà plein de process, plein de façons de faire. Ces process, ils fonctionnent, mais parfois, quand vous avez besoin d'évoluer, d'aller un pas plus loin, vous vous retrouvez en fait à être bridé par les process en place. Allez, au hasard, une grosse entreprise qui se lance dans l'agilité, vous voulez recruter un Scrum Master et compagnie. Très bien, vous avez rencontré en entretien la perle rare, vous êtes super content, puis là les RH vous disent bah non, Scrum Master on ne connaît pas, donc on peut te proposer un poste de développeur ou un poste de chef de projet. D'après vous, il se passe quoi quand votre perle rare reçoit une fiche de poste de développeur? Bah si c'est un vrai agiliste, il va aller voir ailleurs, en mode bah non. Donc lutter contre ce genre de process, c'est important. Et parfois, il faut faire du ménage. Il faut les virer juste pour pouvoir reconstruire quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Et la curiosité, c'est extrêmement important. On l'a vu, on a besoin d'apprendre en continu, on a besoin de s'adapter. Il faut être curieux, ça doit être quelque chose de valorisé. Et le dernier, toujours commencer avec un objectif clair. Si l'objectif n'est pas clair et compris de tous, vous pouvez considérer que la discussion qu'il y a derrière va être brouillonne et potentiellement inefficace. La facilitation. Est-ce qu'il faut être un facilitateur formé, certifié, tout ça? Non, il n'y a absolument pas besoin. Toutes ces structures ont été pensées pour être très simples d'utilisation, même la première fois. Toutes les informations nécessaires sont disponibles gratuitement, notamment sur le site web Liberating Structures. Comme je vous disais, c'est du Creative Commons. C'est pas du matériel dont vous achetez l'accès par le biais d'une formation ou autre. Et grosso modo, généralement, à partir du moment où vous avez déjà participé à une première session, vous commencez à toucher du doigt la mécanique et puis, en gros, vous êtes armé pour commencer à les utiliser. C'est aussi simple que ça. Et la session, ça peut être un meet-up, ça peut être une conférence, ça peut être une discussion, ça peut être un atelier. Bon, tout ça, c'est de la théorie, même si au début, je vous ai un peu fait pratiquer. Donc, je propose de rentrer dans le vif du sujet. Comme je l'ai dit extrêmement rapidement au début, c'est un catalogue de 33 structures. Bon, ok, ça fait pas un carré, 33. Alors, petit disclaimer. Si vous allez sur le site officiel, Liberating Structure, la version anglaise, je vous préviens, vous allez faire un bond dans le passé. L'ergonomie est plutôt typée début des années 2000. La navigation est relativement atroce. Et l'image que vous voyez là, vous allez rire, c'est le menu d'accès aux structures. Donc, les deux trucs que j'ai barrés, ça correspond à des points d'entrée du menu qui ne sont pas des structures, mais comme ils ont fait un carré avec des dessins, ils ont rajouté des dessins. Puis en plus, ça fait un carré, c'est joli. Les slides seront partagés et il y a tous les liens utiles parce que je vous garantis que pour retrouver certains éléments dont je vous parlais, c'est un peu galère. Vous pouvez aussi commencer par le livre. Donc il y a un livre officiel qui est dispo sur Amazon, dont vous avez la fabuleuse couverture qui est là. Alors la couverture est très représentative du design du site. Il est vraiment dans ces couleurs-là, avec des photos comme ça. Il y a aussi une version française. Donc je vous ai mis d'ailleurs la copie d'écran de l'accueil du site. J'avais prévenu, c'est pas très moderne. Donc je vous ai mis les URL. Vous n'avez pas besoin d'acheter le bouquin pour commencer. Les infos du livre sont sur le site. Ça peut vous permettre d'économiser $40. Donc la meilleure façon de commencer, c'est tout simplement de l'expérimenter. Comme je vous l'ai dit, de participer. Il y a de plus en plus d'ateliers, il y a de plus en plus de meet-up spécialisés qui se créent dessus. Alors je ne suis pas grenobloise, donc je suis incapable de vous dire s'il y a ça sur Grenoble, mais je sais que par exemple sur Paris, ça existe. Et le plus simple, c'est tout simplement, à défaut de meet-up, de conf ou de tout ce que vous voulez, c'est potentiellement de vous lancer dans l'expérimentation. Vous avez des collègues que vous aimez bien, ils peuvent vous servir de cobaye. Let's go. C'est pas douloureux. Question suivante. Vous vous rappelez là le gros carré avec tous les dessins? Quand vous n'avez jamais commencé, que vous vous dites, je vais tester. On commence par laquelle? Sur le dessin, il n'y a aucune indication. Il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de difficulté, il n'y a rien. En fait, n'importe laquelle est censée être plus efficace que les structures traditionnelles. Ce qui veut dire que vous commencez par celle qui vous plaît. Je vous ai quand même fait une sélection. Les 5 structures qui sont encadrées en rouge, ce sont celles qu'on rencontre le plus fréquemment
de ma petite expérience et de ce que j'ai pu lire sur un certain nombre de sites et de blogs. J'ai malheureusement pas le temps de vous expliquer les 5, donc je vais passer très rapidement sur les 3 qui sont là, qui sont à mon sens fondamentales. Le impromptu networking, je vais passer rapidement sur le déroulé parce que tout simplement vous en avez déjà fait la première partie là au début de la session. Donc on commence par discuter par groupe de 2 autour d'une question qui est posée. Et en fait, la vraie difficulté de facilitation de la liberating structures, c'est trouver la bonne question. Mais s'il y a des coachs dans la salle, vous savez quelle est l'importance d'avoir les bonnes questions. Et l'intérêt d'avoir la bonne formulation. Donc ça ne change pas. Là, je vous ai mis quelques exemples de questions. C'est vous rentrez dans une réunion, enfin vous avez par exemple un séminaire qui commence, qu'est-ce que j'amène, qu'est-ce que j'apporte à cette réunion, qu'est-ce que j'espère en tirer. Autre exemple, les irritants. Quel est mon principal irritant? Et quel est mon point fort? Donc, par paire, on échange pendant 2 minutes. Second round, on reforme de nouvelles paires. Et là, on commence à s'attacher aux similitudes et aux différences. À savoir que dans le cadre de la structure, vous allez entendre des réponses à la même question formulées par plusieurs personnes. Et assez étonnamment, quand vous avez un groupe, enfin, surtout sur des groupes de grande taille, il y a des points communs qui ressortent. Et plus que le contenu des réponses, on va s'intéresser à ces points communs et à ces différences marquantes. Ce qui manque, après le 3e round, c'est la mise en commun. On n'a pas eu le temps, je suis désolée, mais l'intérêt, c'est cette mise en commun. Et ce qu'on partage, c'est essentiellement les éléments qui sont remontés de façon récurrente par l'ensemble du groupe et les éléments qui, eux, sont très différents. C'est des points d'attention, c'est de la matière qu'on pourra exploiter après. Ça marche très très bien, par exemple, quand vous démarrez une formation. Ça marche très bien aussi quand vous rentrez sur un séminaire et ce genre de choses. Vous savez, les gros séminaires d'entreprise, vous êtes 200, les gens ne se connaissent pas. Là, mine de rien, c'est bon, ils ont déjà noué un premier contact, en quelques minutes. Donc ça marche très bien aussi comme Icebreaker XXL, ce que j'ai fait. Avec des questions que je vous présente là, mais je partagerai les slides, donc je vais un peu vite, parce que j'ai pris du retard. Astuces de facilitation. Bon, pour le coup, la salle qui est ici n'est pas géniale. L'idée, c'est que le facilitateur propose aux gens de pas s'asseoir et les incite à se déplacer. Trouvez la bonne question. Surtout, ne réduisez pas le nombre de rounds. Si vous n'avez pas le temps de dérouler tout, vous rognez sur le temps. C'est la répétition, en fait, qui va vous permettre d'identifier les schémas de répétition et de différence. Là, c'est pareil, c'est des choses qu'on va retrouver dans plein d'autres formats de facilitation. Donc, la durée de round. Ok. Cette structure-là, la 1, 2, 4, all, 1, 2, 4, all, with my beautiful accent, c'est un des fondamentaux des liberating structures. C'est vraiment une pierre angulaire. On prend une question qu'on se partage. Allez, au hasard. Comment rendre Agile Grenoble encore plus génial? Il y a un petit défi quand même derrière. Et on va commencer par une réflexion personnelle en silence, pendant 1 minute. Par exemple, les gens marquent leurs idées. Le côté silencieux et personnel est très important. Ensuite, 2 à 2, on va partager ses réponses. Ensuite, les groupes de 2, ils vont fusionner pour faire des groupes de 4. Et on va repartager les réponses, mais à nouveau, on prêtera attention à ces similitudes et à ces différences. Et le 3e tour, plutôt que de faire des groupes de 4, on fait un débrief global. Et le débrief global, c'est quelque chose par tour, à savoir chacun des groupes, à son tour, va présenter l'élément qui lui paraît le plus intéressant, qui est ressorti de la discussion par 4. Et on ne répète pas une idée de quelqu'un et compagnie. Ça vous permet, mine de rien, en quelques minutes, d'avoir en sortie tous les points importants pour le groupe. Ça marche très très bien. Pour les objectifs d'apprentissage d'une formation, j'avoue que celui-là, je l'aime beaucoup, notamment dans ce cadre-là. Étonnamment, pour un daily meeting, vous avez en tête là les 3 questions du daily, qui ne sont pas super efficaces. Je crois d'ailleurs que la question que je vous propose, elle a été mentionnée sur une des conférencières. Donc l'idée, c'est de remplacer les questions habituelles du daily par ça. Quel est le meilleur résultat que nous pourrions obtenir d'ici ce soir? En gros, qu'est-ce qu'on va pouvoir terminer? Comment on peut avancer de façon plus efficace? Je l'ai testé avec une équipe à taille haute, on était 8 plus moi, donc 9, on est vraiment à la limite haute sur une équipe Scrum. Ça marche bien. Au début, c'était très surpris, mais on s'est aperçu que c'était plus dynamique que les 3 questions rituelles où chacun parle à son tour.
pendant une rétro, notamment quand vous avez les fameuses grandes gueules. Et ouverture d'ateliers, de conférences, tout ça, tout ça. Phase de réflexion, pardon, comme je vous disais, elle est importante, vraiment. Ne pas hésiter à mettre par écrit le timing. Tout ça, c'est des séquences d'activités très courtes. Si le timing dérape, vous tenez plus du tout dans la séquence. Et pour le coup, si vous êtes quelque chose, par exemple sur une conférence et que vous perdez le contrôle de votre timing, vous êtes obligé de vachement accélérer, sinon vous ne terminez pas. Marche aussi pour les formations, et ainsi de suite. S'il y a vraiment beaucoup de monde, n'hésitez pas sur le débrief à limiter, pas à épuiser le sujet jusqu'à ce que plus personne n'ait d'idée, mais vous prenez par exemple 5 tours complets des groupes. Ne pas répéter, et ainsi de suite. Trees. Alors celle-là n'est pas forcément extrêmement utilisée, mais j'ai une affection particulière. On recommence par faire des groupes de 4 à 8 personnes, et on explique juste aux gens qu'il va y avoir 3 rounds de 10 minutes, basés sur le one for all que je viens de vous expliquer. On propose une thématique, au hasard, la maintenance sur des équipes agiles qui ne sont pas en mode produit, donc ça peut gratter un peu, et on leur explique qu'il faudrait qu'ils définissent l'objectif catastrophique, un peu le cauchemar. Donc ça marche très bien, par exemple, si vous avez utilisé un innovation game qui s'appelle le My Worst Nightmare juste avant. Ça peut faire une séquence intéressante. Donc pendant 10 minutes, vous leur demandez de lister tout ce qui peut emmener le groupe vers cette situation cauchemardesque. Alors, on peut être un peu créatif là-dessus. On évite les invasions d'aliens, mais le côté on se fait racheter et dépouiller et compagnie, ou on a divisé la boîte et toute la R&D par ailleurs, voire les devs, ça tombe bien, aux Philippines c'est moins cher, vous pouvez vous lâcher un peu. Donc pendant 10 minutes, on échange comme ça sur la structure précédente. Round suivant, c'est là où ça devient intéressant. Une fois que les gens ont réfléchi à tout ça, vous leur demandez, toujours avec le même mécanisme, de réfléchir à ce qui, dans le quotidien, donc dans ce qu'on fait déjà vraiment, et on répond honnêtement, commence à s'apparenter à ces choses qui nous emmènent dans le mur. On sait voir le lien ? Et le troisième round, ok, donc là on a la liste de ce qu'on fait déjà et qui nous emmène sur la mauvaise pente. Le troisième round, c'est ok, dans tout ça, qu'est-ce qu'il faut absolument arrêter très très vite, et surtout comment on arrête ? Mine de rien, arrêter un process, arrêter une habitude, ça ne se décrète pas comme ça. En général, ça nécessite un plan d'action. La logique qui est derrière, c'est de la destruction créatrice. C'est vous faites le ménage dans tous les trucs qui, au mieux, vous freinent, voire vous envoient dans le mur. Je l'ai déjà utilisé, notamment sur le sujet maintenance, avec une communauté de pratique. On avait une 30aine de personnes. Le rôti qu'on a eu était exceptionnel. C'était la meilleure session de la communauté de pratique qu'ils ont vécue. Ça, c'était mon cadre. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais vous pouvez tester. Donc, rétrospective, ça marche très bien aussi quand vous êtes sur un début de transfo ou un début d'accompagnement, s'il y a des coachs dans la pièce. Et vous pouvez rajouter un peu de fun, notamment dans la description de la catastrophe. Ce qui est très important pour que ça marche, c'est qu'il ne faut pas qu'au début de l'atelier, les gens aient conscience de la séquence. Sinon, ils risquent de partir directement sur quelles sont les activités du quotidien que je veux éliminer. Et ça génère un biais. Truc astuce, c'est bien de mettre les résultats de chacun des rounds sur des post-it, parce que derrière, vous les déplacez. Quand vous commencez, vous montrez que la première colonne. Donc les gens caractérisent la situation catastrophique. Les 2 autres colonnes à côté, elles sont masquées. Vous attaquez le second round, vous montrez, vous mettez ce qui dans les activités est en train de nous emmener vers la pire situation, et puis les activités qui nous emmènent vers la pire situation, vous pouvez les reprendre et les poser dans la 3e colonne, les choses à arrêter. C'est tout bête, mais ça met un peu de dynamique, et ça permet de limiter le nombre de post-it qu'on écrit. Ces structures, en plus, outre le fait qu'elles sont efficaces de façon unitaire, elles peuvent se combiner. On peut créer des séquences basées sur ces structures en piochant dans le catalogue. Là, je vais faire un passage très rapide sur ce sujet parce que quand on voit le dessin, on ne sait pas trop par quel bout s'y prendre. Alors, ceci est un outil qui est disponible sur le site. Alors, outil, attention, en gros, c'est un PDF. Je vous l'ai dit, c'est du low-tech. Vous avez 2 pages. La première page qui est là, c'est une série d'objectifs.
Alors, il faudra regarder la référence ou les slides en détail, mais vous avez plein d'objectifs dans un anglais qui se comprend bien. Quand vous voulez monter un atelier, vous avez déjà réfléchi sur les objectifs. Donc en fait, sur cette première liste, vous cochez les objectifs qui vous intéressent, en disant, il y a celui-là, 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 celui-là. Et là, il y a un truc. C'est que chacun des objectifs, il porte un petit numéro. Et dans la table de correspondance qui est là-bas, il y a des numéros aussi. En fait, ce que les auteurs ont fait, c'est qu'ils vous ont indiqué, pour chacun des objectifs, quelle est la structure, a priori, la plus appropriée. Donc ça vous donne déjà une clé de décryptage pour réussir à trouver ce qui vous intéresse. Donc le mode opératoire, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer avec le système de correspondance. Je vais passer vite, hein, mais j'ai traduit en français, voilà ce qui est sur le site. Il y a un autre outil, c'est ce qu'on appelle la matching matrix. Je passe un peu vite parce que j'ai pris du retard, étonnamment. Donc c'est aussi un truc absolument pas lisible, hein, toujours sur du low-tech. Vous avez en gros en tête des thématiques. Par exemple, voilà, identifier des patterns récurrents, diffuser de l'innovation et compagnie. Dessous, en vertical, vous avez la liste des structures. Et en gros, ils ont mis une petite coche quand la structure peut être utilisée, enfin, est recommandée en fonction de la thématique que vous voulez traiter. Pour vous aider, je vous ai mis du coup les URL de ce que je viens de vous montrer, parce que, comme je vous l'ai dit, sur le site, c'est compliqué. Et pour vous aider, vous pouvez aussi avoir des cartes qui représentent les différentes structures. Ça vous évite de naviguer sur le site sur 14 onglets différents. Les cartes, vous pouvez en trouver des imprimées à vous-même. Ça, c'est l'URL que je vous ai mis dans le slide. Où il y a une société allemande qui en a édité, dans un pack en plastique, une impression pro, disponible sur Amazon Allemagne. Pas en France, pas sur Com, partout ça. C'est vraiment sur la version allemande. Je vous ai mis un exemple aussi d'une séquence qui a été mise en place par 2 coachs hollandais et qui partagent beaucoup de choses sur ce qu'ils font autour des Liberating Structures sur leur blog. Donc j'ai mis les URL. La séquence en question avait pour but, en gros, de démarrer efficacement un accompagnement d'équipe qui démarrait vers Scrum. Donc les cartes qui sont là, c'est vraiment la séquence, c'est-à-dire dans l'ordre. Ils ont commencé par la première structure, le impromptu networking, et puis ils les ont déroulées les unes après les autres. Donc je vous ai traduit tous les déroulés et ainsi de suite, et vu qu'il ne reste que 5 minutes, je vais accélérer. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a de plus en plus de retours d'expérience qui sont partagés par la communauté, et que ça peut vous donner beaucoup d'inspiration. Donc surtout, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Je vous ai mis quelques liens vers d'autres séquences que je trouve sympathiques. Et les références. Donc au niveau des références, Liberating Structures, ça c'est le fabuleux en tête du fabuleux site de référence. Il y a une version française du site officiel, mais tout le contenu n'est pas traduit. Il y a des bouts de contenu qui manquent. Donc moi j'utilise plutôt la version anglaise. The Liberators qui est là, c'est le blog dont est extrait la séquence pour Kickstarter les équipes Scrum, que j'ai un peu détaillé dans la présentation. Le livre, il y a une appli mobile qui vous permet d'avoir tout le catalogue des structures sur votre téléphone mobile. Ça permet de compenser les cartes si vous ne l'avez pas en main. Et comme je vous l'ai dit, là j'ai mis le meet-up parisien, mais il y en a de plus en plus. Et ça permet de pratiquer, d'échanger, d'avoir du Rex, ce genre de choses. Oui, l'achat que je ne regrette pas. D'ailleurs, voilà, hein, j'en ai un. Cette petite chose, la zone rouge, c'est le temps restant. Ça existe en toute taille. J'en ai 2. J'ai le petit pour moi, j'ai le grand modèle. Et ce que j'aime énormément, c'est que du coup, ça rend le temps restant visuel, sans intervention de ma part, sans que je sois en train d'agiter des feuilles comme voilà, ou en train de mettre un timer sur mon portable, voire pire, un timer sur mon écran. C'est tout bête, mais comme ça, sur l'écran, quand je fais des ateliers ou autres, j'ai les consignes, j'ai le timer qui est bien posé et tout le monde le voit, donc on n'a pas à me demander à combien de temps il reste, et ça me soulage pas mal. C'était 1 minute pub, je ne touche aucun argent sur le produit. Mais j'en suis très fan. En gros, si vous avez une chose à retenir, c'est vraiment pas compliqué. Vraiment. Et je vous incite à essayer. Vous risquez quand même pas grand-chose. Au pire, c'est pas génial. Mais ça ne fera pas de dégâts. Et la clé, c'est tout simplement de pratiquer.
On a encore, je pense, moins de 5 minutes pour les questions. Si vous en avez. Je peux lancer le truc à micro. Alors, je ne garantis pas la qualité du lancement du truc à micro, je préviens. Non, là, ça va, tu es prêt, je devrais y arriver. Si, mais on m'entend? Oui. Super. Au niveau d'un des trucs que tu as donné, il était question, je crois que c'était pour le 1, 2, 4 Hall. Oui. Il était question après de partager les expériences justement entre tous les groupes. Oui. Et j'ai pas exactement compris comment est-ce que tu peux faire ça pour que... Enfin, comment organiser ça exactement? Alors en fait, c'est par tour. À un moment, tu as plein de groupes de 4 dans la salle. Et le premier groupe de 4 va dire l'idée principale, enfin l'info principale qu'on retire de la discussion, c'est celle-là. Le groupe d'à côté dit l'idée principale qu'on a retenue, c'est celle-ci. Le troisième groupe fait ok, j'avais la même idée que le premier, donc du coup, l'idée suivante qu'on a trouvée intéressante, c'est ça. Et là, soit tu fais le tour jusqu'au moment où on dit non, nous on n'a plus rien à partager. Soit si tu as vraiment un grand groupe, et ce que je recommande, c'est tu fais juste 3 tours complets du groupe. Genre on en fait un tour complet, un second, et au troisième on arrête. Si tu as beaucoup de groupes de 4, tu as déjà une liste qui est conséquente, sachant que comme pour une backlog, ça sert à rien d'avoir des listes de 600 entrées, vu que de toute façon tu les traiteras pas toutes. Il faut toujours s'intéresser à ce qui est le plus important. Et l'intérêt là-dedans, c'est que c'est vraiment la parole de chacun des groupes. Et que c'est des sujets qui ont maturé par les discussions, la réflexion personnelle, les échanges par 2, les échanges par 4. Et ça marche très très bien sur les grands groupes, parce que du coup, les gens un peu introvertis ou autres, mais qui ont des bonnes idées, il y a quand même de bonnes chances pour que d'autres personnes les aient eues. Ou en tout cas, ils ont eu l'occasion de expliquer la bonne idée à plusieurs personnes différentes. Alors, s'il n'y a vraiment pas de bol, ils sont retrouvés à chaque fois à discuter avec un grande gueule qui ne les a pas écoutés. Mais voilà, ça arrive. Mais statistiquement, ça ne devrait pas les brider. Ils ne devraient pas se retrouver toujours dans cette situation-là. Alors que si tu fais un tour de table complet, si les grandes idées ont déjà été données par les autres, ils vont juste pas participer, ils vont se mettre en retrait. Là, ils ont quand même construit la liste finale. C'est bon? C'est bon, merci. Okay. Ok. Alors, heureusement que je parlais des trucs qui endormaient tout le monde. J'espère que c'était pas le cas. J'espère que c'est juste une hypoglycémie. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir pris un peu de temps pour écouter ce que j'avais à vous dire.